Il accuse l'ambassade américaine, il suspend la coopération militaire. Il trace une ligne rouge et 1 heure plus tard, il efface tout. Che ou incident. C'est une radiographie. Muhoozi Kainerugaba n'est pas un simple officier. C'est le chef de l'armée. Le fils du président, l'homme que beaucoup voient déjà comme le prochain dirigeant, et ce jour-là, il choisit une cible, Bobi Wine, un opposant jeune, populaire, symbole d'une génération qui ne veut plus d'un pouvoir confisqué pendant 30 ou 40 ans. Donc, naturellement, une menace pour une dynastie. Muhoozi publie alors une accusation explosive, Bobi Wine aurait disparu volontairement. Avec l'aide de l'administration de l'ambassade des États-Unis en Ouganda, puis il frappe plus fort, l'UPDF suspend toute coopération avec l'ambassade américaine à Kampala pendant 1 heure. Tout le monde retient son souffle, parce que ces mots-là, sur un continent habitué au compromis, ressemblent à un acte de souveraineté. Mais la souveraineté, ce n'est pas un tweet. C'est un prix, et Muhoozi n'a pas payé. Il a reculé, il supprime ses messages, il publie une excuse. Il appelle les États-Unis nos grands amis. Il affirme qu'il a reçu de mauvaises informations et il annonce que la coopération militaire continue comme d'habitude. En 60 minutes, l'histoire change de sens. On passe de la défiance à la soumission, de la rupture à l'obéissance. Et ce moment-là révèle une vérité brutale, ce ne sont pas les discours qui gouvernent. Ce sont les appels téléphoniques. Ce qu'il s'est passé en 1 heure n'est pas une erreur. C'est un mécanisme. Muhoozi veut que le public croie à une version confortable, il aurait été mal informé, il aurait parlé trop vite. Il aurait corrigé une fausse intelligence. Mais réfléchissons froidement, si vous êtes le chef de l'armée, si vous êtes le fils du président, si vous avez accès aux services les plus sensibles d'un pays, vous ne lancez pas une accusation contre l'ambassade américaine comme on lance une rumeur. Parce qu'une accusation de ce type n'est pas un poste. C'est un acte diplomatique. C'est une bombe. Est une bombe. On ne la désamorce pas avec un simple désolé. La vérité la plus logique et la plus gênante, Muhoozi a reçu un signal, un appel, une pression, une phrase courte, prononcée par quelqu'un qui n'a pas besoin de crier, peut être une menace de sanction, peut être un rappel sur l'aide militaire, peut être une mise au point sur les conséquences, mais ce qui compte, ce n'est pas le détail. Ce qui compte, c'est la vitesse. En 60 minutes, la posture d'homme fort s'effondre, et ce n'est pas seulement humiliant, c'est instructif, parce que cela dévoile une règle non écrite. Certains leaders africains peuvent jouer à la souveraineté, mais seulement tant que le véritable pouvoir reste silencieux. Le moment où l'Occident lève un sourcil. La bravoure se transforme en excuse. La colère se transforme en effacement. La dignité se transforme en coopération comme d'habitude. Et voilà le piège. Quand ce genre de recul devient normal, la population apprend une leçon toxique. La souveraineté est un spectacle. La soumission est une réalité. Pendant ce temps, le vrai danger continue de grandir Bobi Wine. L'OI est en fuite. Pas par stratégie, par peur. Son existence même met à nu le système, un régime qui verrouille les élections, qui coupe Internet, qui intimide l'opposition et qui traite la contestation comme une menace militaire. Et là, l'épisode Muhoozi cesse d'être une anecdote. Il devient un avertissement, le pouvoir n'est pas seulement héréditaire, il est protégé. C'est là que l'histoire devient plus sombre, parce que pendant que Muhoozi joue au bras de fer sur X, un homme réel se cache pour survivre. Bobi Wine n'est pas présenté ici comme un saint, même dans le récit. Il commet une faute stratégique, il dit qu'il accueillerait une intervention américaine, comme au Venezuela. Ce genre de phrase est une grenade. Elle donne au pouvoir en place une excuse parfaite. Elle permet de dire « Vous voyez ?» Il invite l'étranger. Mais ce détail ne change pas l'essentiel. Quand un opposant en arrive à appeler l'extérieur, ce n'est pas parce qu'il aime l'Occident, c'est parce qu'il se sent étouffé à l'intérieur. C'est ça. La logique de la cage, plus le régime ferme les portes, plus les gens cherchent des fenêtres, même dangereuses. Et pendant ce temps, Muhoozi joue au chasseur, il menace de le capturer mort ou vif. Bobi Wine répond avec un calme qui humilie « Attrape-moi, si tu peux ». Ce n'est pas une phrase de film, c'est une démonstration
Un régime peut avoir des armes, des soldats, des blindés. Mais quand il ne contrôle plus le récit, il commence à paniquer. On parle même d'un raid militaire sur la maison de Bobby Wine avec des accusations d'agression contre son épouse Barbie. Muhoozi niait. Mais la simple existence de cette accusation révèle le climat, la violence est plausible, et c'est ça le vrai problème. Car un pays où la violence politique devient plausible est un pays où la peur devient une institution, et c'est ici qu'un analyste du risque politique intervient dans le récit. Il ne dit pas que Muhoozi est imprévisible. Il dit qu'il est répétitif, inflammation, crise diplomatique, rétractation, excuse. Ce n'est pas une faiblesse personnelle. C'est un modèle qui sert à deux choses, tester la limite, reculer avant la sanction, comme un enfant de pouvoir qui apprend jusqu'où il peut aller sans que le système international le frappe, et l'analyste donne la clé la plus froide, l'Ouganda coopère fortement avec les États-Unis, surtout en contre-terrorisme. Donc, quando la tensione monte, Kampala ne peut pas se permettre la rupture. Traduction brutale, la souveraineté n'est pas seulement une question de courage, c'est une question de dépendance. Et tant que la dépendance reste intacte, la ligne rouge restera toujours effaçable. Le plus dangereux, ce n'est pas que Muhoozi recule. Le plus dangereux, c'est que tout le monde s'y habitue. L'analyste le dit clairement, les Ougandais, et même le monde, ont appris à lire Muhoozi comme on lit un bruit de fond. Il menace, il provoque, puis il retire. À force, la société développe une immunité, et une immunité morale. C'est une catastrophe, parce que quand on s'habitue à l'irresponsabilité, on finit par normaliser l'idée que le pouvoir n'a pas besoin d'être sérieux. Et c'est exactement ce qui est en train de se fabriquer ici, un futur président possible qui guerre derrière un clavier et efface ses traces quand la réalité frappe. Ce n'est pas seulement ridicule, c'est un signal stratégique, car si un homme est incapable de maîtriser sa parole publique, imaginez ce qu'il fera avec l'appareil d'État entier. Et là, l'épisode dépasse Muhoozi. Il expose un système où le pouvoir se transmet comme un héritage, où l'armée devient un outil familial, où la politique ressemble à une succession planifiée. Bobby Wine, dans cette structure, n'est pas seulement un opposant, il est un problème existentiel. Il représente la jeunesse. Et la jeunesse, sur le continent, n'est pas une minorité. C'est une marée. L'analyste le souligne, l'ancienne génération respecte Museveni, l'homme fort qui a tenu longtemps, qui a construit des alliances, qui appartient au club des anciens, mais les jeunes regardent ailleurs. Ils regardent vers le changement, même si ce changement est incertain. Et c'est là que la tension devient continentale. Ce qui se joue en Ouganda n'est pas unique. C'est un miroir, d'un côté les régimes qui s'accrochent, qui verrouillent, qui coupent Internet, qui militarise la politique. De l'autre, une génération qui refuse d'attendre encore 20 ans. Et au milieu, il y a cette scène absurde, un chef militaire qui accuse l'ambassade américaine, puis appelle l'Amérique grand ami 1 heure plus tard. Ce retournement n'est pas un détail, c'est un message. Quand un pouvoir peut se rétracter si vite, cela signifie qu'il n'était pas souverain. Il était en location, et quand un pays est en location, ses citoyens ne votent pas seulement contre un régime, ils votent contre une architecture entière de dépendance. C'est ici que l'histoire devient vraiment politique, pas au sens des élections, au sens du pouvoir nu, parce que l'épisode Muhoozi n'est pas seulement une humiliation personnelle, c'est un révélateur de hiérarchie. Dans le récit, il y a une phrase implicite qui écrase tout le reste. Il a reçu un appel. Et cet appel n'est pas une anecdote. C'est une structure. Dans beaucoup de pays, un appel ne change rien. En Ouganda, un appel efface une doctrine entière en 1 heure. Donc, la question n'est plus « Pourquoi Muhoozi a-t-il supprimé ses tweets ?» La vraie question est « Qui a le droit de faire taire un chef d'armée ?» Et plus encore, qu'est-ce que cela dit sur la souveraineté que ce chef prétend défendre? Parce que la souveraineté n'existe pas dans les slogans, elle existe dans les coups acceptés. Un pays souverain peut perdre de l'aide. Il peut perdre des partenariats, il peut subir des sanctions, mais il tient. Un pays dépendant ne tient pas. Il négocie sa dignité en temps réel. Et c'est exactement ce que Muhoozi a fait. Il a négocié d'abord.
Il a voulu tester le récit héroïque. Nous suspendons la coopération. Nous traçons une ligne. Nous ne tolérerons pas l'ingérence. Puis, quand la pression est apparue, il a changé de registre. Nous sommes amis. C'était une erreur. Tout continue. C'est la psychologie parfaite du régime, dépendant la bravoure pour le public, la soumission pour la survie. Et cette mécanique produit un effet encore plus toxique. Elle apprend au peuple à ne plus croire. Car si l'armée elle-même peut annoncer une rupture, puis se rétracter sans conséquence, alors les mots perdent leur valeur. Et quand les mots perdent leur valeur, le pouvoir se déplace ailleurs. Il se déplace vers les menaces, vers la peur, vers la force. C'est là que Bobi Wine devient central. Son existence met en crise deux choses à la fois, la dynastie, le récit officiel, parce que Bobi Wine n'est pas seulement un rival. Il est une alternative narrative. Il incarne une jeunesse qui n'a pas vécu l'époque des libérateurs. Elle a vécu l'époque des présidents éternels, des élections verrouillées, des coupures d'Internet, de la police contre la rue, et cette jeunesse ne veut plus entendre patience. Elle veut un futur, le régime, l'OI, ne peut pas offrir un futur. Il peut seulement offrir la continuité, donc il protège la continuité comme on protège une propriété. C'est pour cela que les menaces deviennent normales. C'est pour cela que l'opposant devient une cible. C'est pour cela que la politique devient une affaire militaire. Et à ce moment-là, l'Occident n'est plus seulement un acteur extérieur. Il devient un levier intérieur. Parce que si l'Ouganda dépend d'une coopération américaine en contre-terrorisme, alors l'Amérique n'a même pas besoin d'intervenir publiquement. Il suffit d'un rappel, d'un message, d'une phrase. Et le système s'aligne. Ah, c'est ça. La domination moderne, pas l'occupation, mais la dépendance. Pas les chars, mais les partenariats. Et c'est là que l'histoire impose une pression future. Si ce genre d'épisode est accepté, alors demain, d'autres chefs militaires feront la même chose parler fort, effacer vite. Si ce genre d'épisode est oublié, alors la souveraineté restera un décor. Et la jeunesse, elle, cherchera des issues de plus en plus radicales. Parce que quand les urnes ne changent rien, les gens cessent de croire aux urnes. Et quand les gens cessent de croire, le pays entre dans une phase dangereuse, celle où tout devient possible. Et maintenant, l'histoire se retourne contre nous, parce que ce que Mouhoudzi a fait en 1 heure ne révèle pas seulement sa faiblesse. Cela révèle la fragilité d'un continent entier face à un réflexe, l'obéissance instantanée. Dans le récit, l'orateur insiste. Ce n'est pas seulement l'Ouganda. Ce schéma se répète partout. Et c'est là que le problème devient presque impossible à ignorer, car le continent a appris une posture parlée de souveraineté pour la consommation interne et pratiquer la dépendance pour la survie externe. Ce double langage n'est pas une erreur de communication. C'est une stratégie d'anciens régimes qui savent exactement comment survivre, faire vibrer la foule avec des mots, puis rassurer les puissances avec des actes. Ce n'est pas de l'émotion, c'est du calcul. Et c'est pour cela que l'épisode est si instructif. Mouhoudzi n'est pas un accident. Il est un produit d'un système où l'armée n'est pas seulement une institution, mais une assurance-vie du pouvoir, où la succession n'est pas un débat national, mais une opération de continuité dans ce système. Bobi Wine n'est pas seulement un adversaire politique, il est une menace de rupture. Et une rupture, dans ce genre d'architecture, n'est pas négociée. Elle est neutralisée. C'est pour cela que l'analyste parle d'asile. Parce que le monde lit les signaux. Quand un chef militaire menace publiquement, les observateurs concluent que la vie de l'opposant est en danger. Et voilà l'ironie brutale. Le même pouvoir qui accuse l'ambassade américaine se retrouve dans une position où l'opposant pourrait être protégé par l'étranger. C'est un cercle. Plus le régime ferme l'espace politique, plus l'opposition cherche des portes internationales, plus l'opposition cherche ses portes, plus le régime crie à l'ingérence, et plus il crie, plus il dépend de l'aide et des alliances pour se maintenir. C'est une spirale. Et la spirale a un prix, la crédibilité. Quand un chef d'armée accuse puis s'excuse, le peuple comprend une chose. Le régime n'est pas maître de sa propre ligne. Quand un régime n'est pas maître de sa ligne, alors il n'est pas maître de son futur.
Et c'est là que la question devient existentielle. Que se passe-t-il si la jeunesse refuse de continuer ce théâtre? Parce que la jeunesse ne demande pas seulement un changement de personne. Elle demande un changement de logique. Elle veut un pouvoir qui ne tremble pas au téléphone. Elle veut un État qui ne s'efface pas en 60 minutes, et si cette demande reste ignorée, alors le continent va entrer dans une période où le compromis ne suffira plus, car une génération qui se sent piégée ne devient pas patiente, elle devient imprévisible. Et c'est ici que l'histoire force un choix, pas pour Muhoozi, pour l'Afrique, parce que ce type d'épisode, Shilecht Overley, devient un modèle. Aujourd'hui, un chef militaire menace. Demain, un ministre. Après-demain, un président. Et à chaque fois, le même scénario, un discours pour la foule. Un effacement pour l'Occident. C'est comme ça qu'un continent se fatigue, pas par manque de ressources, par manque de cohérence. Le récit pose une question simple. Mais cruelle, est-ce vraiment cela que nous voulons normaliser? Un leadership qui joue à la diplomatie comme à un jeu. Un pouvoir qui déclenche des crises sur les réseaux sociaux, puis demande pardon quand la réalité arrive. Car ce n'est pas seulement irresponsable, c'est dangereux. Parce qu'un pays dirigé par l'impulsion devient un pays dirigé par la panique. Et quand la panique s'installe, les décisions ne sont plus prises pour construire. Elles sont prises pour survivre. L'analyste dit que Muhoozi pourrait être conseillé de se taire, de prendre une pause, de laisser la situation se calmer, de présenter une image plus présidentielle, mais c'est là que le récit frappe fort. Si un homme a besoin qu'on lui dise d'être professionnel, alors il ne l'est pas. Il le joue. Et un président qui joue la stature n'est pas un dirigeant, c'est un risque. La scène ougandaise devient alors un miroir continental d'un côté, des régimes anciens, respectés par leurs pairs, parce qu'ils savent durer. De l'autre, des jeunesses qui ne respectent plus la durée, parce qu'elles en paient le prix. Et au milieu, un système international qui n'a même pas besoin d'envahir pour contrôler. Il suffit de dépendance, d'aide, de coopération, de partenariat. Ce que Muhoozi a fait en 1 heure n'est pas seulement une honte, c'est une preuve. La preuve que la souveraineté, aujourd'hui, n'est pas une idée, c'est une bataille. Et une bataille ne se gagne pas avec des tweets. Elle se gagne avec des sacrifices. Alors voilà la question qui reste, celle qu'on évite toujours, celle qu'on repousse comme si elle était trop dangereuse. Que vaut un État quand son chef militaire peut être réduit au silence en 60 minutes? Parce qu'une fois que ce genre de recul est accepté, quelque chose change pour toujours. Quand X devient normal, Y devient inévitable. Quand un chef d'armée accuse une ambassade étrangère, puis s'excuse dans l'heure. La souveraineté cesse d'être un principe, elle devient un décor. Et quand la souveraineté devient un décor, la politique devient une mise en scène. Une mise en scène où les peuples applaudissent des discours, pendant que les décisions réelles se prennent ailleurs. Par téléphone, par pression, par dépendance, l'épisode Muhoozi n'est pas juste un drama sur les réseaux sociaux, c'est une fenêtre ouverte sur l'âme d'une époque. Une époque où les régimes parlent fort, mais tremblent vite. Une époque où les opposants se cachent, où les élections se verrouillent, où Internet se coupe et où la jeunesse comprend qu'on lui vole le futur en plein jour. 3 scénarios se dessinent. Si ce système est accepté, il s'étendra. S'il est refusé, il résistera avec violence. Et si le silence continue, il deviendra permanent. Alors la vraie CTA n'est pas aimée ou partagée. La vraie CTA, c'est une question. À quel moment un peuple décide qu'il ne veut plus vivre dans un pays en location? Et vous? Vous pensez qu'on en est encore loin ou qu'on y est déjà?